Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour la fidélité au D12 de Pyramide FM. Nous sommes entrés dans les 2 dernières semaines de l'année, des semaines qui font courir les hommes et les femmes dans toutes les directions, puisque chacun veut bien fêter la fin de l'année et bien accueillir la nouvelle par des témoignages. 2023 va rester aussi comme une année difficile pour tous les secteurs d'activité et spécifiquement pour le secteur de la presse. Reporters sans frontières a publié jeudi son bilan global de l'année. Des journalistes sont ainsi tués, pris en otage ou détenus compte tenu du nombre record de violences enregistrées en 2022. Un certain nombre de journalistes calculent plus systématiquement les risques auxquels ils sont exposés, ce qui implique davantage d'autocensure selon RSF. Au Togo, si ce dimanche, aucun journaliste n'est pris en otage ou en détention, on ne peut pas dire de même de l'autocensure. Les dernières expériences carcérales de Lawson et Sossou ont consolidé dans le monde des médias ce qui est une chape de plomb ou une épée de Damoclès. L'équation serait le choix de parler, d'écrire ou de dessiner, fermer les yeux ou tourner le dos pour ne pas faire face aux incertitudes. Ce dimanche, ce sont plutôt des certitudes que des milliers de Togolais iront élever à la face du Dieu créateur dont les tentes sont installées pour l'occasion au stade municipal de Lomé. La journée nationale de reconnaissance à Dieu va célébrer le Tout-Puissant puisqu'il a écrit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 8, je cite, « Remerciez Dieu en toutes circonstances », fin de citation. Fidèles des églises, membres du gouvernement et de l'administration et acteurs politiques vont prier et louer le Seigneur. Depuis les premières heures des GNRD, plusieurs acteurs politiques n'ont jamais été des acteurs actifs de l'initiative. Ils brillent d'ailleurs par leur absence. C'est ailleurs qu'ils sont présents, comme cette semaine à la reprise des travaux du cadre permanent de concertation. Le CPC est attendu pour apporter de nombreuses réponses aux nombreuses sollicitations dont il fait l'objet. Le découpage électoral, le chronogramme, la qualité des membres de la CENI, le fichier électoral, la liste est visiblement longue. Mais comme toujours, tous les acteurs s'accordent déjà pour des élections justes, crédibles et transparentes. Il va sans dire que tout se jouera en 2024. Les Nigériens, eux, iront probablement au-delà de cette période. Cette semaine, le Togo et sa diplomatie sont restés très actifs aux côtés du Niger et de la CEDEAO. Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères, a estimé à Niamey travailler et convenu du contenu et du timing de la transition avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Le contenu des discussions seront présentés aux chefs d'État. En Afrique de l'Ouest, les chefs d'État n'ont jamais été confrontés à autant de défis comme cette année. Les coups d'État sont venus mettre à mal les processus démocratiques et révéler dans le même temps la face plutôt obscure de la lutte contre le terrorisme. Ce dimanche, nous avons le plaisir d'accueillir Edem Atanti, secrétaire général adjoint de l'ANC et chargé des affaires politiques. Les numéros du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Mise en onde, Romaric Freitas. Edem Atanti, bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Bienvenue à Pyramide. Merci beaucoup. Merci pour le travail que vous abattez. Et vous venez de faire allusion à la situation des journalistes dans le monde. Certainement, on en parlera. Merci à vous. Merci aussi de répondre à nos invitations. C'est la fin de l'année. Il ne reste que quelques 2 semaines et cette année 2023 va finir. Mais beaucoup estiment qu'on ne sent pas ou qu'on ne ressent pas les effets des fêtes de fin d'année. Est-ce également votre cas? Bien sûr, mais comme d'habitude. Et nous sommes en décembre, aujourd'hui c'est le 17, je crois bien. Nous sommes le 17. Sous d'autres cieux, les choses s'organisent mieux, les marchés sont pleins d'acheteurs. Aujourd'hui, je ne sais pas combien sont sur les marchés pour le ravitaillement, pour l'habillement des enfants, etc., etc. Bon, c'est probablement, comme le disent la plupart des Togolais, bon, la crise aidant, les gens n'ont pas les moyens financiers. Les choses se passent comme si le monde est tourné à l'envers. Et jusqu'à quand tout le monde s'interroge. À votre époque, quand vous étiez encore un peu plus jeune, est-ce que c'était toujours le cas qu'on parle de crise, qu'on pointe du doigt la crise économique, financière? Non, à notre époque, si j'ai bonne mémoire, tout le monde revenait au village. Hein. Tout le monde revenait au village et les villageois, pour la plupart... Vous êtes quel village? Moi, je suis du Haro.
Et mon village, c'est soit c'est chez ma maman Djokoudou, ou bien c'est chez mon papa à Romegbe. C'est sur la ligne Montien-Palimé. Et les gens quittent Lomé pour le village. Ils ne s'arrêtent même pas à Montien, c'est directement dans la ferme. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que les gens quittent la ferme pour la ville. Et parce que la situation est devenue aussi sérieuse que on se demande même si dans les villages, les moyens de restauration ne posent pas problème. Les gens préfèrent rejoindre leurs fils, leurs cousins, leurs soeurs et autres là en ville que de rester au village pour organiser la fête. Donc c'est pratiquement une contradiction. La vie est si difficile dans les villages aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'interroge. Ce que vous venez de dire, on l'écoute de plus en plus à chaque fin d'année, ou presque, c'est les mêmes refrains, mais la question c'est de savoir, est-ce qu'on finira par inverser cette tendance, où on est condamné à la subir peut-être jusqu'à la fin? Bon, il y a aussi la question de la réurbanisation, hein. Le monde devient de plus en plus urbanisé, et les conditions ne sont pas aussi réunies. Moi, je vais plutôt parler de notre pays, le Togo. Les conditions pour maintenir les gens dans les zones rurales ne sont pas créées. Les gens préfèrent rentrer en ville, où il y a plus d'organisation, il y a plus de mouvement, il y a plus d'attrait que de rester cloué toujours dans les 4 murs au village. Oui, non. Ma question c'est le même. On est en ville là. Mais beaucoup pensent que même en ville, dans une ville comme Lomé, qu'on ne ressent pas les effets comme il y a quelques années. C'est vrai que sur les radios, les chansons de fin d'année, les chansons de fête sont diffusées. Mais au-delà, les guirlandes, les décorations, que beaucoup de choses. Même les chansons de fête de fin d'année aussi viennent à peine de commencer. Sinon, entre-temps, ça a démarré des débuts vers la fin novembre, début décembre. Ça commençait, c'est un peu partout. Aujourd'hui, dans la ville de Lomé, c'est rare même d'entendre ces chansons. Sinon, uniformément, entre-temps, c'était pratiquement dans toutes les buvettes, par-ci, par-là, dans les rues, même dans les maisons. Je me souviens que les jeunes, les enfants organisaient même des danses de Kalika. Enfin, dans les maisons, on faisait de petites cases à base de feuilles de bananier, et dans lesquelles les gens s'invitaient, les enfants s'invitaient, on chantait, on dansait. Et il n'y en a plus. Il y en a plus. L'initiative a disparu. Bon, est-ce que c'est les tendances? Est-ce que c'est la nouvelle donne sociale? Est-ce que c'est la télévision qui a changé? Parce qu'en temps aussi, la télévision n'existait pas dans beaucoup de maisons. Aujourd'hui, la télévision est là et ça recrée. Les enfants n'ont plus envie de sortir, ou bien la télévision empêche les enfants de sortir. Au-delà de tout ce que nous disons, il est certain que ces 2 dernières semaines sont des semaines au cours desquelles les Loméens ou les Togolais vont courir dans tous les sens pour soit acheter ou chercher à se trouver de l'argent pour faire la fête dans une certaine mesure, chacun à son niveau. Que conseillez-vous justement aux fêtards? Oui, vous attirez mon attention sur ce qui se passe souvent en fin d'année. Bon, c'est comme si on n'a jamais mangé, c'est comme si on n'a jamais bu. D'abord, on veut se relaxer. Et ça amène les gens à abuser de la boisson. J'ai vécu une situation hier seulement dans mon quartier. Je rentrais à la maison quand une jeune fille de 6-7 ans a été ramassée et écrasée même par le même véhicule. Elle a perdu, elle est décédée aussitôt. Je vais peut-être demander aux compatriotes que la pauvreté est déjà là et de faire attention, de donner beaucoup de conseils aux enfants, de suivre les enfants dans les sorties. Si l'enfant doit traverser la route, surtout que l'enfant n'est pas encore âgé, la petite là, elle n'a que 6-16 ans, 6-7 ans, traverser 2 routes, la nouvelle route sur le Lomé-Palimé là, au niveau de Zanguera, c'est 2 routes, 2 fois 2. C'est pas aussi aisé à une jeune fille de 6-7 ans de traverser cette route-là. Voilà comment elle s'est fait écraser. Et il y a aussi ce problème je vais en profiter, de Ebomaf. Le problème de Ebomaf sur notre route, la route qui amène à Zanguera, c'est sérieux. C'est sérieux. La route, le travail n'est pas encore fini. Les caniveaux sont là abandonnés, à ciel ouvert. Les gens tombent dedans par-ci, par-là. Et même, il y a un pan de la rue
à partir d'Adogonvel à Zanguera, qui est pris en compte depuis là par Ebomaf. C'est devenu, comment on appelle ça, une base à Ebomaf où on gare les titans et autres sur la route. Alors que nous, on a besoin d'une route. La route a été construite depuis plus d'1 an. Ebomaf a pris cette partie importante de la route comme une base où on gare les véhicules. Moi-même, j'ai subi... Est-ce que c'est pas tout simplement parce que Ebomaf n'a pas encore fini? Mais même si Ebomaf n'a pas livré la route. S'il vous plaît, même si Ebomaf n'a pas fini, mais on carrosse, on roule sur la route depuis Atikouma jusqu'à Dogomé. Ebomaf n'a qu'à aller chercher une base. Mais les voitures font des accidents pratiquement tous les jours. Moi-même, j'en ai fait. Moi-même, j'en ai fait. Ma voiture a subi un choc. Mais on ne peut pas prendre un pan de la route sur près d'1 kilomètre et l'utiliser comme une base. Et personne ne dit rien. Les maires ne disent rien. Le préfet ne dit rien. Et puis, ça continue comme ça. Qui gère ça? On ne sait pas. Même les partis politiques ne disent rien. Non, mais moi, j'en parle. Mais c'est maintenant que vous en parlez, là. Non, c'est pas la première fois que j'en parle. Dès que j'ai une intervention, moi, j'en parle. Mais c'est que ça devient, comment dit-on, choquant. Moi, je suis très choqué quand je vis ça. Et chaque fois quand vous devez arriver à ce niveau-là, même si vous ne faites pas attention, vous allez vous-même connaître les trucs là. Mais je connais la situation puisque cette partie de la route, je la connais. Ça ne fait pas 1 kilomètre. Bon, je dis près d'1 kilomètre. Ça ne fait pas près parce que je suis vraiment abusé. Oui, par rapport à une situation comme ça que vous dénoncez, quelle peut être la prochaine étape? Est-ce que vous avez saisi, par exemple, faire une délégation pour discuter avec le maire qui s'occupe de cette portion pour que éventuellement une action soit probablement. Parce que vous en parlez, vous dites que vous en parlez depuis là. C'est une piste. Moi, mon rôle, c'est de dénoncer. Il appartient aux intéressés d'en tirer les conséquences. Ce qui se dit sur les radios, il appartient d'écouter, de dire, ben voilà ce qu'on nous reproche et de prendre les dispositions. Il y a un maire dans la localité. Il se peut aussi que le maire ne soit pas forcément à l'écoute de ce qui se dit. Peut-être qu'il ne vous a pas écouté. Il y a le service de la communication pour chaque mairie. C'est leur rôle. Nous revenons au fait de fin d'année. Là, vous avez dit que vous avez été témoin de cet accident. Oui, hier sur la route, a fait partie, à quelques mètres du marché de Zanguera, l'enfant a été abattu, 6-7 ans, une jeune fille. Donc vous appelez à la prudence? J'appelle les Togolais à la prudence. Nous avons déjà une situation qui nous fait très mal. Il faut se maîtriser. Savoir boire, savoir manger, rester suffisamment chez soi et sur les enfants dans leur sortie régulière. Demander aux enfants de regarder les va-et-vient des routes avant de traverser la route. Et même nous aussi, grandes personnes, savoir boire quand même. Qu'est-ce qu'on n'a jamais bu? Et c'est en fin d'année qu'il faut se droguer. Se droguer, je dis bien se droguer à base de la boisson. Donc, justement, ma question c'est comment ça se passe la fête de fin d'année traditionnellement dans la famille Atanti? Dans ma famille, souvent, pas grand-chose. Pas grand-chose. Le matin, comme d'habitude, on mange. Et il y a le conseil de famille. D'abord, avant de manger, moi je tiens un conseil de famille régulier avec mes enfants et avec mon épouse. Des reproches qui doivent être faits aux enfants, des reproches qui doivent être faits aussi aux parents par les enfants. On fait ces échanges-là avant d'aller à table. Et après la table, j'ai toujours demandé aux enfants. Et les sorties, de faire très attention. Les enfants de bas âge sont peut-être dehors, mais ne sortent pas du quartier. Je crois qu'avec ça, on peut maîtriser un peu les gaffes. Je vous souhaite donc une bonne fête là-bas à Zanguera et à toutes les populations des différentes communes. Oui, oui. Nous allons parler de politique, puisqu'on sait que ces fêtes-là seront rythmées en partie aussi par des questions politiques. Et cette semaine, par exemple, l'ANC a pris part aux travaux du CPC. Et on sait qu'il y a quelques semaines, beaucoup de partis politiques appelaient déjà à la tenue des discussions. Est-ce que dans votre entendement, ce qui s'est passé cette semaine, c'est ça la réponse ou vous attendez plus? Non, bon, vous savez, en politique, c'est ça qui est la chose là au Togo. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les acteurs politiques se rencontrent et surtout en période électorale, fassent le point de la situation et trouvent des solutions à ce qui bloque, ce qui ne fait pas avancer. La rencontre au CPC, moi je dis que
C'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que c'est une manière de dire à la communauté nationale et à la communauté internationale que vraiment les partis politiques au Togo se retrouvent et se parlent entre eux pour que finalement, quand on fait le point des discussions et des solutions aux problèmes posés par les partis politiques, surtout ceux de l'opposition, que ces points-là ne servent à rien pour améliorer la situation. Ça là, si c'est ça, moi je l'appelle une hypocrisie. Ce n'est pas responsable. Parce que vous savez, monsieur Pierrot, et le Togo a trop souffert. Le Togo a trop souffert et la conséquence des actes que posent les acteurs politiques d'une façon générale est dramatique. Nous avons cru qu'à un moment donné, après la mort du général Eyadema, ceux qui sont arrivés devaient nous aider à régler les problèmes, surtout en matière électorale, de manière qu'au moins, sur le plan électoral, que tout le monde soit satisfait après les élections, même quand on a perdu. Mais dommage, nous en sommes toujours là. Vous voyez, vous vous souvenez, depuis 2018, 2019, avec l'intervention de la CEDEAO, tout ce que nous avons énuméré comme élément nécessaire pour des élections transparentes et démocratiques, tout est encore là. Tout est encore là. Les éléments nécessaires pour la transparence des élections que nous énumérons depuis environ 30 ans sont encore là. Où allons-nous? C'est pourquoi je dis que s'il y a cette bonne volonté d'aller mieux, de bien faire, je suis preneur. La question de la bonne volonté, cette question, elle revient depuis des années. Oui. Mais la bonne ou la mauvaise volonté, elle vient d'où? La mauvaise volonté vient du pouvoir en place. Il ne faut pas se cacher derrière ses mains. C'est la mauvaise volonté politique qui vient du pouvoir en place, qui ne veut pas faire des élections transparentes. Monsieur Pierrot, je vais vous donner un exemple très simple. J'étais la semaine dernière à Porte-Nouveau, quand j'ai suivi un débat de vis-à-vis entre le chef de l'État béninois, M. Patrice Talon, et son opposition. Je veux parler du parti Les Démocrates, qui a à sa tête l'ancien président Yahi Boni. Il y avait un débat franc. Il y avait un débat fraternel. Et un débat respectueux des uns vis-à-vis des autres. Mais ce que je tire de ce débat, c'est que l'opposition dit que malgré les dispositions de transparence qui ont été prises pour l'élaboration du fichier électoral, qu'elle n'en est pas convaincue. Alors que là-bas, mais ils ont avancé, hein? Ils ont tellement avancé que c'est l'état civil, c'est à partir de l'état civil qu'on élabore la liste électorale. L'opposition dit qu'elle n'est pas satisfaite et a demandé un audit. Le président Patrice Talon a dit chiche, je suis d'accord. Cherchez vos experts partout dans le monde. Si vous avez de l'argent, tant mieux. Si vous n'avez pas de l'argent, demandez au gouvernement, ou bien demandez-moi, je vais faire votre demande au gouvernement et nous mettons l'argent à votre disposition pour payer les experts. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus transparent? Qu'est-ce qu'il y a de plus transparent? Mais finalement, est-ce que... Oui, allez-y. Oui. Que nous demandons au Togo, tel que les choses sont passées hier pour le recensement électoral, et qu'on nous dise qu'on veut faire un audit sur le fichier électoral, et ceux qui demandent cette contradiction ne sont pas associés. Mais il y a un problème. Mais il y a un problème. Que ceux qui veulent la contradiction, que ceux qui veulent une expertise de contradictoire ne sont pas associés à l'audit. Non, mais vous voulez être associé à l'audit qui était fait ici? Avec l'UIF. Vous vous souvenez? Vous avez des experts? Mais écoutez, ce que je dis, nous avons fait une expérience en la matière. Donc, visiblement, vous n'avez pas confiance à l'OIF. Revenons sur le... Est-ce que même l'OIF qui a fait ce travail-là,
c'est l'opposition qui demande la contradiction. Le IF vient, mais comment a-t-on défini les termes de référence pour le truc là? Ce qui est certain, oui. La question de l'audit va revenir la semaine prochaine au niveau du CPC, mais retournons à ce que vous venez de raconter en ce qui concerne la situation au Bénin. Mais visiblement, les opposants béninois, eux aussi, ne sont toujours pas satisfaits, malgré ce que vous venez de décrire là. Comment? Non, mais c'est la dernière rencontre avec le chef de l'État béninois. Oui, c'est une audience qui a été... Non, c'est un acquis. C'est un acquis, et le gouvernement est prêt, dès que l'opposition va trouver ses experts, et le président béninois a dit, partout dans le monde, hein, il n'a pas limité, hein, il a dit partout dans le monde. Si vous avez de l'argent pour payer ces experts, tant mieux, mais si vous n'avez pas de l'argent, le gouvernement béninois est prêt à mettre de l'argent à disposition de l'opposition pour payer les experts. Et le chef de l'État béninois dit, il se pourrait que nous pensions avoir bien fait et mieux fait. Si les experts de l'opposition qui viendront faire le travail identifient quelque chose que eux n'ont pas trouvé en son temps et qui est aussi important, il est prêt à collaborer avec l'opposition de manière à ce que le fichier électoral soit fiable. On ne peut plus être aussi clair, on ne peut plus être aussi transparent. Mais voilà des éléments, M. Pierrot, qui montrent la mauvaise foi, la mauvaise volonté politique de l'État togolais. Votre rêve à vous, c'est d'avoir ce type d'échange avec le chef de l'État d'ici, visiblement. Non, on n'a pas besoin nécessairement qu'il soit là. Mais c'est aussi une bonne chose qu'on le retrouve devant nous pour faire un débat. Mais à quoi ça sert de ne pas avoir devant soi son chef d'État, son président, de manière à discuter avec tout le respect qu'il faut? On n'a jamais eu ça au Togo. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important est que nous puissions avoir au moins ces représentants qui aient le courage de travailler de manière transparente. Un fichier électoral qui doit amener les gens aux élections. Ça, c'est une base technique. Ce n'est pas politique. Les choses doivent être faites de manière, comment dit-on, de manière concertée, de manière à rassurer tous les acteurs. Mais on va se cacher et quelques jours, on déclare qu'on a fait d'audit au fichier. On reviendra sur la question du fichier électoral. Là, vous aviez dit tantôt que c'est déjà une bonne chose que les acteurs politiques se soient retrouvés pour une première session cette semaine. Ils vont se retrouver la semaine prochaine. Mais est-ce que vous avez l'impression, vous n'avez pas été dans la salle, mais des comptes rendus qu'on vous a fait, que les premières prises de position, les premières discussions, les premiers échanges ont montré une certaine sincérité de la part des acteurs qui sont dans cette salle au niveau du ministère de l'administration territoriale? Non, moi j'étais au CNAP. C'est du CNAP qu'est né le CPC. J'étais au CNAP avec feu l'ancien vice-président Patrick Lawson. Hein? C'est du CNAP, de cette concertation des acteurs politiques, qu'est né le CPC. Je sais comment les choses se passent. Comment elle se passe, hein? Il ne faut pas avoir confiance à ces gens-là. Il n'y a pas la confiance. Même quand vous faites une démonstration, vous exposez quelque chose au CNAP là. Moi j'ai vécu l'expérience plusieurs fois. Les gens sont convaincus. Même les représentants du pouvoir sont convaincus. Vous sortez, après ils vont se cuisiner et échanger les choses. Mais au fait, en réalité, ça blesse. Ça rend malade. Les gens sont convaincus de ce que vous dites là, que c'est vrai. C'est ça qu'il faut faire. Et il suffit d'un tour de main là, on appelle les gens en chambre, il ne faut pas accepter ça, si vous faites ça, ça. Mais donne-nous un exemple, L'exemple, quel exemple? Non, plusieurs exemples. Quand je prends le cas, par exemple, de l'audience foraine, nous avons demandé, et j'allais dire depuis 2004 ou bien 2004, oui, 2004, au gouvernement de faire établir des cartes nationales d'identité aux Togolais qui n'en ont pas, mais qui ont l'âge de voter. Vous vous souvenez, depuis 2004, l'Union européenne était même prête à financer cette activité-là. Mais le pouvoir n'a jamais accepté. Nous avons démontré la dernière fois au CNAP, aux collègues, que c'était nécessaire parce que le Togolais, en âge de voter, qui vient se présenter pour le recensement électoral, exhibe sa carte nationale d'identité. Et c'est sur la base de cette carte-là qu'il est enregistré pour se faire établir une carte nationale d'identité. Il est difficile dans ces conditions de faire inscrire des mineurs. Parce que c'est vérifiable. Quand vous avez les noms,
vous interpellez l'intéressé. Vous interpellez l'intéressé qui doit vous présenter sa carte nationale d'identité. Et on pourra en faire de cela une requête. Le gouvernement, jusque-là. Mais les gens étaient convaincus. Il a fallu d'un tour de table que les gens soient cuisinés, reviennent, vous disent, bon, le gouvernement n'a pas les moyens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors qu'il s'agit seulement de déposer. Mais quand vous dites les hommes, quand vous dites les hommes, vous faites allusion à qui? Ils en sont conscients, je ne veux pas. Non, mais en fait, ils sont les Togolais, ils veulent savoir, ils sont nombreux à vous. Mais il y a des partis politiques. Oui, mais vous êtes... Au lieu d'aller même dans ces détails, le pouvoir en place. Mais le pouvoir en place. Donc, au-delà du pouvoir en place, vous voulez démontrer qu'il y a un certain nombre d'acteurs également qui sont au niveau de ces différents... De toutes les façons, le pouvoir en place avec ses amis. Avec ses amis. Avec ses amis. Oui. Vous ne voulez pas être plus clair? Non, je ne veux pas être... Ils se connaissent, je ne veux pas aller dans ces détails-là. C'est pas ça qui importe. Donc, si vous émettez un certain nombre de doutes ou de réserves déjà à la reprise des discussions là, et vous appelez peut-être à ce que, à la prochaine session, les gens soient peut-être beaucoup plus sincères. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Moi, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est une bonne chose que les Togolais se retrouvent un peu pour régler leurs problèmes. Mais chaque fois, quand vous allez à ces rencontres-là, les gens font semblant de faire du bien, et au bout du rouleau, vous savez, le CNAP là, nous avons tenu, ils ont dit, je crois 47 jours, on a fait un truc de 47 jours. Les 47 jours, le travail qui est fait là, c'est un travail qui doit être fait en 2-3 jours. On fait traîner les choses à longueur, et après, c'est la catastrophe. Mais qui fait traîner? C'est le pouvoir en place. Non, mais quel est son intérêt à faire traîner? De manière à ce qu'on lui facilite la route pour les fraudes en matière électorale. On sait que par exemple là, au niveau du CNAP d'abord et puis au niveau du CPC, un certain nombre d'acteurs politiques, et ils sont, et y compris vous au niveau de l'ANC. Mais là vous écoutez, c'est un peu comme si vous ne faites pas confiance à ce qui se passe là-bas. Mais pourquoi est-ce que vous restez? Non. Est-ce qu'on a à faire confiance ou bien on n'a pas à faire confiance? Je voudrais qu'on se comprenne. Nous sommes Togolais. On a une terre ailleurs. Si on avait une terre ailleurs sur laquelle on peut se réfugier, on se serait parti. C'est qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler avec ceux qui sont là. Maintenant, s'ils nous appellent pour échanger, discuter, régler nos problèmes, est-ce que notre intérêt est de refuser? On n'a pas intérêt à refuser. Nous avons intérêt à y aller, à croire à cette offre qui a été faite. Maintenant, regardons ce qu'on nous présente dans l'offre. C'est là il y a l'hypocrisie qui se développe. Et à chaque fois, c'est de l'hypocrisie. Et les gens font comme si on ne sait pas ce qui se passe. Vous parlez de l'hypocrisie en partant du duel pouvoir, mais au-delà de tout, est-ce que vous tous qui vous trouvez là-bas, les Togolais ne peuvent pas parler de comédie finalement? Finalement, que c'est des comédiens. Qui initie la comédie? C'est le pouvoir en place qui initie la comédie. Ce n'est pas nous. Il y a des notions, vous l'avez dit. Non, il y a des. Attends. Amakeyo, il y a Amakeyo, bon. N'avez d'autres n'y a qui a tout non. N'y que glono à. Il m'a dit à la bébé, mollo. Allô, mon bébé. Donc, on vous a appelé, vous êtes allé écouter. On doit aller écouter. Ok, vous êtes allé, vous avez écouté pour les premières heures là, visiblement, comme je l'ai dit tantôt, vous n'êtes pas très très satisfait de ce qui se passe d'habitude. Pour le moment, ce n'est pas la première rencontre là. Hein. Moi, je fais état de ce qui se passe. Vous avez dit habituellement. Habituellement. Oui. Puisque c'est les mêmes qui se retrouvent. Maintenant, la dernière fois, la dernière rencontre, c'est la même chose. On a fait semblant, comme si, bon, cette fois-ci, on va avancer. Mais j'attire votre attention que c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Bon, je prends par exemple la question du découpage électoral, où on dit de faire une proposition de découpage électoral. Non. Ça ne peut pas avancer comme ça. Dans un État démocratique, en principe même, dans un État démocratique, le découpage électoral n'est pas une affaire de décret. C'est une affaire constitutionnelle et législative. On nous dit, faites une proposition de découpage électoral. Et on va apprécier comment. Mais qui vous a demandé? C'est le gouvernement. À la dernière session? Si, à la dernière session. Nous avons écrit au chef de l'État sur la question. Maintenant, on dit de faire une proposition. Non, ça ne va pas se faire comme ça. C'est-à-dire que il s'agira de manière comme tous les autres questions qui sont toujours là, sur le tapis, sur la table,
de créer des commissions techniques. Pardon, une commission technique, par exemple, pour rentrer dans le fond de la question. Des exposés seront faits, des explications seront données. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais il n'appartient pas à l'ANC de donner au pouvoir un exemple de recensement. Parce que même quand on demande à l'ANC de faire une proposition, sur quelle base la proposition sera-t-elle faite? Parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises. Quel est le nombre de députés que nous voudrions aujourd'hui à l'Assemblée nationale en 2023? Est-ce que c'est encore les 91 ou bien ça doit évoluer plus que ça? Mais est-ce que ce qu'on vous des demande... scénarios, s'il vous plaît, Oui. des scénarios doivent être faits en tenant compte aussi de la situation budgétaire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, mais en fait, est-ce que c'est pas ce qu'on vous demande finalement? Vous faites les différentes propositions Non, non. qui seront étudiées, Non. validées éventuellement Qui étudie? en plénière. Non, en plénière. Je sais comment ce qui se passe là-bas. Je sais bien ce qui se passe là-bas. On ne va plus continuer avec ça. Donc finalement, là... C'est-à-dire que dans les conditions actuelles, on n'a pas besoin de s'empresser. Il faut mettre sur pied un comité technique qui réfléchit sur tout ça là. Sur les différentes questions? Sur les différentes questions. Oui, mais... Parce que ce qui se fait en plénière du CPC là, la conséquence, c'est que, bon, on cuisine 2, 3, 4, 5, 6 et 10 qui sont là, 7 sont cuisinés. Mais finalement, qui cuisine? C'est le pouvoir en place qui Mais cuisine. il cuisine qui? Ils cuisinent ceux qui sont là. Oui, mais Je n'ai pas cité, je n'ai pas... Oui, mais vous ne voulez pas donner de Ils nom. se reconnaissent. Ils se Non, reconnaissent. mais ils sont de l'opposition. Ils se reconnaissent. Non, mais je vais aller dans cet état-là. Je dis ce qui se passe et chacun doit tirer les conséquences. Si vous êtes 10, on cuisine 7, vous arrivez en plénière, alors que les éléments sur lesquels on est en train de discuter, ce n'est pas une affaire de la majorité à voter pour. Ce n'est pas une affaire de ceux qui sont présents, on dit on est d'accord ou bien on n'est pas d'accord. C'est une affaire technique. Vous voyez, la question du découpage électoral, c'est une affaire du droit public international. C'est une affaire du droit public international qui, à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est de la déclaration, comment on appelle ça, et d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ça de seconde structure là, comment on appelle ça, le PIDCP. C'est ça qu'on appelle... Droit civil et politique? Non, le Pacte international du droit civil et politique. Qui ont fait sortir ce qu'on appelle les normes internationales en matière électorale. Et en matière électorale, quand vous prenez le découpage électoral, il y a ce qu'on appelle le suffrage égal qui est en jeu. On doit pouvoir expliquer aux gens ce que c'est que l'égalité de décompte. On doit tenir compte de l'égalité de décompte et l'égalité de la force électorale pour l'élaboration du découpage électoral. Ça, c'est des aspects techniques qu'on doit prendre en compte dans ce qu'on appelle la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges de députés dans les circonscriptions électorales. C'est des aspects techniques. Ce n'est pas une affaire de 20 sont présents et 18 sont d'accord, sont dit non, on n'est pas d'accord, et que c'est deux qui se retrouvent là pour dire c'est ce qu'il faut faire. C'est une affaire technique qu'on doit confier aux gens techniques dans le domaine. Est-ce que, par exemple, par rapport au timing, oui. Est-ce que vous avez le temps? Non, mais on a suffisamment fait. Hein. On a suffisamment fait. On est toujours allé aux élections dans la précipitation et dans la catastrophe. Jusqu'à ce que, même en 2018, certains n'ont pas été aux élections législatives. Mais est-ce qu'il n'est pas normal qu'on fait, on fait bas la terre et qu'on se retrouve pour discuter des questions techniques? Pour discuter des questions techniques, pour parler, pour dire effectivement, dans les conditions actuelles, est-ce que nous élaborons, nous faisons un découpage électoral qui tient compte des normes internationales et en matière électorale et de la Constitution? Parce que le droit international en matière électorale, là, c'est ça qui a donné naissance aux dispositions électorales prises par notre Constitution et la Constitution de la plupart des États qui se disent démocratiques. Est-ce qu'il ne faut pas faire une balle à terre pour régler ces problèmes techniques? Je continue de dire que ce n'est pas une affaire politique où 10
ou bien 15 sont contre 2. Donc, on n'a qu'à créer, on met sur pied le comité technique avec les spécialistes pour faire le travail. Donc, et maintenant, après avoir fait le travail, les spécialistes viendront exposer et défendre le dossier devant cette plénière-là. Est-ce que cette proposition que vous faites là, est-ce qu'elle a été déjà faite au niveau d'une des plénières? Moi, quand j'étais au CNAP, avec le feu Patrick, vice-président Patrick Blasson, je l'ai fait. J'ai fait cette proposition-là plusieurs fois. Vous n'avez pas été écouté? Nous n'avons jamais été écoutés. Donc vous avez l'impression qu'à la reprise, la semaine prochaine, on va assister visiblement au même scénario? Mais les questions de recensement électoral, ce qui concerne Galomé, vous voyez, les choses se passent comme... Non, les gens pensent que c'est en arrêtant le processus de recensement électoral que ça les arrange. La loi ne le permet pas. La loi dit, ils ont dit que ils se sont accrochés aux normes internationales qui dit que si on arrive à enregistrer 50% de la population, que c'est déjà suffisant. Mais non. À partir du moment où l'électeur qui remplit les conditions pour se faire enregistrer s'est déplacé et aller sur le lieu, on doit l'inscrire obligatoirement. Même si ça dépasse 50% de la population électorale. On n'a pas arrêté. Parce qu'en le faisant, on porte atteinte au suffrage universel. Mais ce que vous dites là, par exemple, nous sommes en décembre. Nous sommes en décembre là. Oui, mais est-ce que, vous voyez, la paix ne s'achète pas? La paix ne s'achète pas. Est-ce que nous allons continuer cette situation de ni paix ni guerre là, jusqu'à la fin du monde? On va revenir à la première session là, de cette semaine. Vous n'avez pas été, mais vous avez sans doute eu le compte rendu de votre représentant. Qu'est-ce qui vous a rapporté? Qu'est-ce qui a été dit là, entre les acteurs qui étaient dans cette salle? Non, au fait, d'une façon générale, l'intention des déclarations qui ont été faites par les uns et les autres, c'est d'améliorer la situation électorale, surtout en ce qui concerne le découpage électoral. Une bonne déclaration, une déclaration d'intention. On veut faire quelque chose pour le découpage électoral. Et pour le recensement électoral, je crois que ce n'est pas encore clair. Pour le découpage électoral, je crois que ce n'est pas encore clair. C'est en cela que moi, je mets tout ça là dans un plat pour dire que si la bonne volonté est là, si la volonté politique est là, on peut tout faire. Je vous assure que si on met sur pied un comité technique, hein, tout ce que je dis là, en 15 jours, un bon travail est fait. Et exposé à la plénière du CPC. Et puis on avance. C'est-à-dire que ce que l'ANC dit, l'ANC n'a rien inventé. L'ANC n'invente rien. Tout cela fait sur la base du Togo. Les données du Togo. Données électorales, données démographiques, etc., etc. Mais est-ce que c'est parce qu'on demande, par exemple, aux différents partis politiques, vous avez dit tantôt quand même que il ne vous appartient pas de faire des propositions. Non, bon, en fait, il faut me comprendre dans le sens où je pose le problème. C'est-à-dire que nous avons toujours fait des propositions qui ont été jetées dans le panier. Ça n'encourage pas. On vous dit faire des propositions. Par exemple, au CNAP. Vous savez combien de jours nous avons pris pour faire la proposition qu'on a envoyée ou bien amenée au CNAP? Combien? Pas moins d'un mois. Pas moins d'un mois de réflexion de nos commissions, du service du comité des affaires électorales de l'ANC. Le temps de réflexion et le temps d'élaboration du document et faire en sorte que cela soit résumé et apprécié, ce n'est pas de la blague. C'est que pour la question actuelle, pour les sujets actuels, il y a des questions à poser au pouvoir. Il y a ceci, il y a tel schéma, il y a tel schéma. Qu'est-ce que vous pensez par rapport... Mais quand j'entends les gens dire 117 députés, tout ça là, bon, c'est leur proposition, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais il faut qu'on ait des idées de pouvoir qui disent que oui, on peut dépasser tant, ou bien on maintient le nombre de députés à temps, et on verra comment... Est-ce que vous pensez qu'on peut faire 5, 10, 15 scénarios
au pouvoir en ce qui concerne... Non. C'est pourquoi, pour éviter tout ça là, on met sur pied un comité technique qui fait la proposition. Donc cela suppose que à la prochaine session, vous n'irez pas pour faire des propositions. Non, ce n'est pas qu'on n'ira pas. Non, je dis, vous n'irez pas pour faire des propositions. Vous irez, mais pas des propositions. On est là. On est là à dire ce que nous pensons. Sur l'histoire des 110 députés ou des 117 sièges là, on l'entend depuis cette semaine. C'est quoi? Non, moi, je ne sais pas, je n'ai même pas lu le document pour pouvoir donner l'appréciation. Mais seulement, je peux faire une appréciation comme ça. Moi, je constate que quand certains parlent dans ce sens-là, ils n'ont pas suffisamment d'informations sur les bases d'élaboration d'un découpage électoral. Ils n'ont pas suffisamment d'informations sur ça. C'est pourquoi certains tout de go disent que on peut prendre les communes comme base des circonscriptions électorales et en définitive avoir 117 députés à l'Assemblée nationale. Ça ne se fait pas comme ça. Le problème fondamental de notre pays, c'est que dans la création des préfectures, il n'y a pas de critères fiables ou bien prédéterminés. On crée la préfecture, hein? Bon, il y a un tel problème ou bien on veut régler telle situation et puis on dit, bon, de temps à temps, c'est une préfecture. Or, dans la création des préfectures, ce qu'on peut rapporter au département en France, il y a des données précises sur lesquelles il faut se baser. Lorsque vous voulez prendre les préfectures comme circonscription électorale, si vous ne respectez pas les données démographiques, vous forcez le jeu. Si vous ne respectez pas les données démographiques, par exemple, et de manière très importante, la force électorale d'un député, c'est-à-dire un député représente quoi, combien de Togolais au Togo, ce qui doit être le même sur toute l'étendue du territoire national. Si vous ne respectez pas ces éléments de base-là, le jeu est faussé. Ce qui fait que, lorsque, à un moment donné, vous prenez la préfecture comme circonscription électorale, le jeu est faussé. Vous avez les grands députés et les petits députés. Et en conséquence, vous avez les hommes et les sous-hommes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Nous avons des grands députés qui sont élus par un petit nombre de Togolais, vous voyez, et les petits députés qui sont élus par un grand nombre de Togolais. C'est ça la conséquence qui se passe. Et c'est la situation actuelle au Togo. Donc, il s'agit de discuter avec le gouvernement pour dire, voilà la situation, des situations, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Et des propositions seront faites. Donc, ce que vous venez encore d'exposer là aussi, vous l'avez exposé aussi au CNAP? Moi, je l'ai exposé au CNAP. Nous l'avions exposé au CNAP. Ce déséquilibre-là. Quand on parle de 117 députés, ou éventuellement de 117 sièges en ce qui concerne le Togo, ce matin, j'ai regardé un peu ce qui se passe du côté du Bénin, où la population de 13 millions d'habitants, ils ont 109 sièges, oui, 109 députés. 109 sièges. Faites l'évaluation, les 13 millions sur 109, vous allez voir la force électorale, le quotient de représentativité d'un député dans la masse. Parce que quand les gens... Cette force électorale, ce quotient de représentativité-là, doit être le même partout. Vous voyez, au Bénin, ils ont les départements. Et actuellement, ils n'ont que 12 départements. Vous voyez, ils ont la facilité de définir les circonscriptions électorales à l'intérieur de chaque département, de manière à ce que l'équilibre démographique est là. Vous savez, même quand vous avez l'équilibre démographique qui est défini cette année, vous allez voir, peut-être après 10 ans, après 20 ans, des régions ou bien des circonscriptions électorales qui ont un équilibre normal, qui leur permettent d'avoir par exemple 2, 3 ou 5 députés, à un moment donné, ils peuvent perdre des populations qui vont quitter cette zone-là pour d'autres cieux. Vous voyez? Et peut-être après 10 ans, au lieu d'avoir 5 députés, ils n'auront plus 5 députés. Donc, est-ce que vous voulez dire que le découpage est dynamique? Le découpage est dynamique. Au moins, chaque 10 ans, on doit faire l'adapter. Parce que quand on fait le point, dès que le déséquilibre est obtenu, on avance le nombre de députés à la zone, la circonscription électorale où les populations se sont ruées.
Et là où ils ont déserté, le nombre de députés chute. Bien, merci. Nous allons continuer par vous écouter dans un instant aussi avec les auditeurs qui ont sans doute des préoccupations. C'est la tradition ici. Nous venons de passer avec vous 45 minutes. Edem Attanti, vous êtes secrétaire général adjoint de l'ANC et chargé des affaires politiques. Les auditeurs, ils ont 2 numéros pour participer à cette émission. 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Le premier auditeur, allô? Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Aujourd'hui, si vous avez quelque chose pour le camper, si vous l'avez dans la main, c'est parce que vous l'avez arraché. Vous pouvez arracher ça dans la main de quelqu'un. Il y a toujours des députés dans ce moment. Maintenant, est-ce que vous avez rapport de force de ce côté là-bas pour avoir ce que vous voulez là? Et ce que vous demandez là, ce que vous n'aurez pas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez faire? Parce que le CPC est créé il y a des dollars de l'Europe, depuis la présentation de l'Europe de 5 ans, et c'est fini là. Et c'est tout à l'heure de tout ce qui se passe dans ce pays. Les députés électoraux ont fait ce revendiquement d'une élection pour la deuxième élection. On a quitté de 2020 et puis alors on a fait l'élection qui sera bientôt la fête de cette année. Maintenant, comment vous vivez, vous? L'article 52 alinéa 2 de notre code électoral donne tout le pouvoir encore à notre assemblée de l'Union jusqu'à l'éternité. Merci. Bien, merci. Pour les préoccupations, les deux, un rapport de force au niveau du CPC? Non, est-ce que c'est une affaire de rapport? D'accord, je sais que politiquement, c'est une affaire de rapport de force. Mais est-ce qu'on va continuer toujours avec rapport de force? Je suis plus fort et je suis plus fort, je vous baise. Et avec la vaseline, vous ne pouvez rien faire, le chien boit, la caravane passe. Est-ce qu'on va continuer avec ça? C'est moi aussi la question que je me pose. Puisque nous, on a répondu à leur appel, il leur appartient de prendre quand même conscience de la réalité nationale. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que ça va continuer comme ça? C'est votre question. C'est ma question. Ok, la deuxième partie de la question, une question qui revient chaque instant ou depuis que cette assemblée tire vers sa fin. Oui, oui. C'est l'article, c'est devant l'article 52 de la Constitution. Non, c'est très simple. On dit que l'Assemblée nationale est là jusqu'à ce que ceux qui sont élus prennent. Bon. Moi, je dis ceci. C'est très simple. Donc, si on n'organise pas les élections, l'Assemblée nationale est là jusqu'en décembre 2024. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non, nous, on ne comprend pas la chose sous cette forme-là. Nous comprenons la chose que, à terme du mandat, on doit organiser les élections. Maintenant, s'il y a une situation nationale qui empêche l'installation, l'Assemblée nationale qui est là demeure jusqu'à ce que les nouveaux élus prennent les trucs là, les rênes de la nouvelle Assemblée nationale. Donc, au lieu de dire que l'Assemblée nationale qui est là reste, donc ça va rester là ad vitam aeternam, c'est ça? Personne n'a dit ça. Mais c'est ça ce que moi je sous-entends. C'est ce que les gens disent. Ce qui veut dire que même jusqu'en fin 2024, la loi dit que ceux qui sont là, on n'a pas pu organiser les élections. Donc ils sont là jusqu'à fin 2024, même jusqu'à fin 2025, ils peuvent rester là. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, c'est ce que moi on déduit. Non, non, quand même. Vous savez quand même que c'est pas... Non, quand même. Vous savez quand même que les députés ne resteront pas jusqu'en décembre 2025. Non, je suppose que le pouvoir, avec sa mauvaise volonté habituelle, dit, bon, moi je n'organise pas les élections, le chien aboie, la caravane passe. Et on a dit dans la Constitution que tant que les élections ne sont pas organisées, les députés là, en fin de mandat, sont là. Jusqu'à ce que 10 ans après, les élections sont organisées, vous faites quoi? Mais c'est très simple. Il est dit, et on l'a entendu ces derniers jours, que les élections doivent être organisées dans le premier trimestre de l'année qui va s'ouvrir bientôt. Comment vous l'appréciez au niveau de la NCE, ou vous ne croyez même pas que ces élections puissent se tenir dans ce délai-là?
Non, moi, c'est déjà un pas. Puisque nous sommes restés là, sans chronogramme de la CENI, une CENI qui a existé pendant plus d'1 an, sans chronogramme. C'est-à-dire que les membres de la CENI posent les actes, réalisent des activités selon leurs choses là, leur intention, dans leur intérêt. Alors qu'il suffit qu'ils travaillent avec des partis prenants comme les partis politiques. Les partis politiques n'ont aucune information du chronogramme de la CENI. Et ça avance. Personne ne dit rien. Et on est content, on dit bon, oui, qu'on le fera au moment opportun. Et personne n'a rien dit jusque-là. Ça, c'est dommage. C'est au Togo qu'on peut voir ça. Gardez votre réponse, oui. Puisqu'on m'a dit qu'il y a un auditeur qui patientait là depuis. Oui. Allô? Oui. Bonjour. Oui, je vais bien, et vous? Ok, quel est votre nom? Basile. Ok, Basile, nous avons notre invité qui est là. Oui. Ok, allez-y. Oui, c'est Edem Attanti de l'ANC. Merci. Mon problème, c'est quoi? Il y a quelques années de là, ce que le gouvernement fait au Togo, il ne veut pas dans un premier temps dire que ce que le gouvernement leur fait. Parce que ce qu'il fait, ça réjaillit une coupe dans le pays. Le gouvernement est là aujourd'hui, il dit qu'il décide de tout. Il n'y a personne qui va broncher. Moi, je ne veux pas prononcer que le mot qui reste que si tu fais du vote tuer, est-ce que les gens complètent? Parce que moi, j'étais là depuis les années 90, le gouvernement précédent n'était pas comme ça. Ça ne veut pas, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de bavure. Mais le président Yadema, il n'a pas dit que si tu ne peux pas, comme le ministre Barra est venu dire qu'il n'y aura plus de militaires. Comment on dit que moi, je ne prépare pas bien les dates là, quoi. Qu'il n'y aura plus ça au Togo, c'est toute ta question. Pour que le gouvernement dit que personne ne va plus cette chose. C'est parce que je ne sais pas. On ne pouvait pas un pays comme ça. Là où ils vont pour aller intervenir, arranger pour les gens là. Ce n'est même pas mauvais comme ça. Nous, on a vécu dans ce pays. On nous identifie, même quand on va dans les marchés, on nous identifie en tant que Togolais. Parce que la pauvreté, on l'a transportée même arriver là-bas. Ce n'est pas ça. Basile. Basile, quelle est votre question? Basile, quelle est votre question? Les élections. Oui. Crédible, démocratique et équitable. Votre collègue qui met quelque chose dit qu'ils ont conquis du terrain. Moi, je ne crois pas à ça. Il fait ça, c'est parce que les gens qui sont en face du pouvoir, ils sont inoffensifs. C'est pourquoi ils viennent sur les ondes, ils font ça là. Sinon, c'est une provocation que lui et d'autres. Pour le moment, c'est lui qui vient. Bien, merci. Basile, merci pour votre intervention. Votre souhait, c'est que les élections soient des élections justes, démocratiques et crédibles. C'est un souhait. Oui. Est-ce qu'après Basile, est-ce qu'on a un autre auditeur? Allô? Bonjour. Oui, allez-y. Oui, bonjour, monsieur. Pourquoi les opposants marines n'ont pas fait ce que si vous avez une match, si vous n'avez pas fait l'entraînement, le match ne peut jamais jouer. Si vous avez joué entre vous, avant d'arriver à la CPT, à la fois dernière, donc il n'y aura pas quelqu'un qui va nous proposer qu'on va augmenter le nombre de députés à 117. Vous allez prendre quelque chose qui va montrer que vous êtes en train de derrière le peuple. Depuis qu'on a recensé jusqu'à présent, il y a plusieurs morts.
il y a plusieurs qui ont eu un match de temps. Au lieu d'essayer d'amener cette question à la table avec le gouvernement, comme vous avez le temps de pousser jusqu'à 4 mois, donc vous avez le temps de faire la révision de lui. Entre mardi, je crois que vous allez quitter là-bas. Donc, il faut poser cette condition. Et la deuxième condition, si il gagne, il faut que personne gagne. Si quelqu'un a volé des films, quel article on va le pousser à la prison? Si quelqu'un a volé une, on l'a arrêté. Combien d'années il va faire la prison? Comme tu as volé une, tu as volé des élections, donc tu as une crime contre la nation. Donc il doit avoir une équité qu'on doit signer que quelqu'un a volé il doit rester payé pendant 5 ans et 10 ans. Vous croyez que vous allez aller signer quelque chose. Elle m'a trouvé quelque chose. Il y a une indigénat qui doit rester à la juventude. Il y a une indigénat qui ne doit pas rester dedans et quelqu'un vient. Et celui qui veut rester bien, il faut préparer. Il faut expliquer ce que le MDC a fait de faire à ce moment. Merci pour votre intervention et vous réagissez de façon globale. Oui, de façon globale. Tout ce qu'il vient de dire, le dernier intervenant, on parle de ça depuis. Dans les propositions qu'on a faites au CNAP, certains ont été discutés au CPC, tout ça là. Ces aspects-là, on a débatté. Puis c'est cela que je disais que il faut qu'on se retrouve dans une commission technique au lieu de rester en plénière pour discuter. Et même dans ces réunions de plénière, il y a certains même qui parlent de ce qu'ils ne savent pas. C'est ce que moi j'ai compris finalement. Quand on parle de certains aspects, ils viennent les représenter des partis politiques. Ils reviennent des partis, mais ils ne sont pas spécialistes du domaine. Ça, il faut le dire. Il faut commencer par le dire. Il y a des gens qui parlent des choses en matière électorale. Ça, c'est la gouvernance électorale. C'est aussi une spécialité. Il faut connaître pour en parler. Il ne s'agit pas d'être là parce que peut-être que le parti vous a envoyé dit non. Il faut finir avec ça aussi. Il y a des gens au CPC qui parlent des choses dont ils ne maîtrisent rien. C'est ça. Donc je dis que ce qu'il dit, nous on n'a jamais dit qu'il faut augmenter le nombre de députés. Non. La n'a jamais dit ça. Et je l'ai dit tout à l'heure que c'est des questions qu'il faut poser au gouvernement. Est-ce que vous voulez qu'on maintienne le nombre de députés à 91 ou bien vous voulez qu'on réduise? Si vous voulez qu'on augmente, jusqu'à quel niveau c'est prenable? Bien, merci. Donc, allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Taoufik. Ça fait un bail. Oui. Vous allez bien? On va aller nous gérer. Ok. Nous voulons le gouvernement pour les élections régionales et législatives. Et bon, nous n'avons pas eu aucun bouleversement, aucun problème durant les 7 ans que les gens ont occupé la législature nationale. Et je ne comprends pas pourquoi les élections ne sont pas tenues. Et de deux, c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats des élections. Nous dirons aux élections dans 3 mois. Vous et notre invité, donnez-moi le nom du président de la Cour constitutionnelle qui va proclamer les élections de 2024, dans 3 mois. Monsieur Héros. Au Togo, actuellement, là, moi, je ne pense pas que c'est les élections qui doivent voter les premières. Le pouvoir en place cherche encore la place de quelqu'un laisse, quelqu'un place. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend là. Nous n'avons pas encore trouvé celui qui va prendre. Nous sommes encore en train de manipuler des choses pour dire à des gens, pour faire des gens de dire qui ne vont pas se présenter à une élection et on va nous amener, on va mettre les gens à la famille nationale qui n'ont aucun droit de rester là-bas et de faire du ce qu'ils sont en train de faire. Et les députés nous ont dit que le chef de l'État les a inscrits dans les affaires du Après-Sala. Et en même temps, on nous dit que les gens viennent payer. Le rapport des députés là, est-ce que le rapport là, vous, journalistes et invités, est-ce que vous avez le rapport? Puisque je pense que vous devez avoir plus de renseignements pour moi. Parce qu'on nous apprend que les gens viennent payer.
quelle base ils viennent payer et on le signe et puis moi je vais comprendre les trucs du ça. Merci beaucoup. Bien, merci Tafik pour votre intervention. Tafik, il a fait lui aussi sur différentes questions. Une réaction? Non, bon, tout ça là, ça fait partie des problèmes togolais. Il y en a tous les jours. On a plus à dire que des gens qui ont détourné des sous en rose. On ne connaît même pas. Mais ils doivent nous dire de qui il s'agit. Qu'est-ce qu'ils doivent? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment les gens payent? On doit faire le point à la nation. On ne fait pas le point, on met un communiqué. Mais vous voyez, on nous prend pour des enfants là. Vous voyez le dossier de, comment vous appelez, la maladie là. Le Covid. Le dossier Covid là. Vous voyez ce qui s'est passé la dernière fois à l'Assemblée nationale? Oui. Est-ce que c'est pas une comédie ça? Oui, mais en fait, moi j'ai parlé tantôt de comédie en ce qui concerne le CPC. Maintenant, vous parlez de comédie à l'Assemblée nationale. C'est le pouvoir qui organise toujours la comédie. Le pouvoir prend les Togolais pour des toqués. Nous ne sommes pas pourtant des toqués. Nous sommes des gens raisonnables. Nous sommes quand même des responsables. Les choses se passent dans ce pays, on prend des gens pour des toqués. Non, nous ne sommes pas des toqués. Nous sommes responsables. Un chef de l'État qui est entre deux avions, avec l'argent du contribuable togolais, et qui ne rend même pas compte aux Togolais. Le Togo a des problèmes énormes qu'on ne résout pas. On fait les va-et-vient, on court de gauche à droite pour les autres pays. Mais qui fait ça? Les autres pays qui font ça? C'est de la blague, ça. Non, mais en fait, on s'amuse avec nous. Ce que vous dites là, cela suppose que, par exemple, si éventuellement vous êtes député à la prochaine Assemblée nationale, vous allez faire beaucoup d'interpellations. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On s'amuse avec nos sous. On voyage avec l'argent du continent togolais. On sort du pays comme on veut. On ne rend pas compte au Togo, aux Togolais. Ça veut dire quoi, ça? On vous souhaite bonne chance d'être élu député pour éventuellement faire ces interpellations. C'est de la blague, là. On s'amuse avec nos sous. S'il vous plaît, on va retourner le téléphone. Ouais. Allô? C'est Basile? Oui, dernière fois. Oui, même vous, Basile, vous avez été long quand vous avez pris la parole la première fois. Mais, donc, soyez bref, s'il vous plaît. L'élection là, nous avons fait partie très propre. Moi, mon agent est dedans. Vous, Pierre, votre agent est dedans. Ça commence parce qu'il y a pas quelqu'un qui doit venir surveiller les élections ici. Et nous, on a pris notre agent pour faire les élections. Est-ce qu'ils vont demander pour les Togolais, on prend les agents pour faire l'élection. Mais eux, c'est très important pour parce qu'ils doivent appliquer un mandat de 5 ans encore avec ça. Une fois que quelqu'un voit ce qu'on fait. La religion catholique, je ne sais pas ce que nous semble qu'ils devaient faire un petit peu dans un bureau de vote, il doit avoir un observateur pour que nos opposants n'arrivent pas à faire. Donc, nous avons refusé que le gouvernement n'a pas dit. Nous avons refusé. Après, il faut que les gens soient un peu partout pour voir ce qu'ils veulent faire. Mais nous, ce faisons la fin là. Celui qui est que vous pouvez de la Christiane pour faire partie, le président leur a dit que c'est maintenant que vous connaissez la route là. Vous pensez que quelqu'un va venir intervenir. Après, je n'ai pas demandé à la personne, est-ce que je peux venir dire ça à la radio? Non, mais en fait, Basile. Oui, en fait, vous avez été long là, visiblement plus de 2 minutes. Mais est-ce que c'est vrai? Il fait partie dans le président leur a dit ça. Ça vraiment, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il dit quoi? Quel président? Quel président? Quel président? Il a dit quoi? Non, en fait, l'invité même, il ne comprend pas. Je ne comprends pas, monsieur Basile. Oui? C'est le président. Il faisait depuis d'envoyer des sujets dessus. Le président ne répond pas. Oui. Il s'en fait les gars dessus. Comme c'est ce qu'il leur a dit, il ne peut pas venir dire ça au public. Mais il est... Basile, c'est récent ce que vous racontez? Oui, il y a un ça fait deuxième samedi. Non. Ok, bien, merci d'avoir apporté cette information. L'invité, il va réagir. Non, on a écrit au moins 3, 4, 5, 6 lettres à Fogna Singwe qui n'a jamais répondu.
Et il n'a même pas reçu un responsable de l'ANC, comme vous le dites. C'est pas vrai. Bien, merci pour votre éclairage. Nous parlions, vous parliez aussi de chronogramme avant, quand vous évoquiez la situation de la CENI, avant que je ne vous arrête. Oui, mais vous voyez, M. Pierrot, c'est grave. C'est si grave que je me pose la question de savoir, nous sommes dans quel pays? Nous marchons sur la tête. Une institution du genre, comme la CENI chargée des élections, une commission nationale, qui entre en jeu et ne fait pas sortir de chronogramme jusqu'au recensement électoral. À tel point que les partis politiques ne savent à quel sens se vouer. Parce que tout, c'est le programme de mise en œuvre des partis politiques évolue avec le chronogramme national. Vous avez un représentant à la CENI. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut une décision de la CENI sur le chronogramme. Est-ce que même le responsable, même le représentant de l'ANC à la CENI ne sait ce qui se passe là-bas? Non, mais ce que vous dites, là, je ne comprends pas. Mais bien sûr, je sais de quoi je parle. Mais vous avez été membre de la CENI, vous. Oui, je sais. Mais comment ça fonctionne? Attention, attention. On ne va plus revenir en arrière. Parlons plutôt de l'actualité. Oui, mais en fait, si vous dites... Ce que je dis, non, mais en fait, je veux dire que, tout de suite, quand vous prenez service, la première des choses à faire, c'est le chronogramme. C'est sur la base du chronogramme que vous élaborez même votre budget. Mais comment ils ont pu élaborer le budget pour mener les activités? La CENI n'a pas fait sortir un chronogramme à partir duquel ils doivent élaborer un budget, soumettre, on soumet et le chronogramme et le budget au gouvernement pour appréciation et pour décaissement. Si on n'a pas pu faire ça, comment la CENI a-t-elle évolué? Il y a problème. Cela veut dire que les choses se sont passées à coup de tête. Donc ce qui vient à la tête du président de la CENI, en partenariat avec le ministre de l'administration territoriale, d'alors, on fait ce qui se passe. Allô? Ce qui passe par la tête. Allô? Allô? Oui. Oui, allô, vous êtes en direct. Allô, quel est votre nom? Oui, quel est votre nom? Oui, quel est votre nom? Bonjour, oui, je vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle le président. Oui, allez-y. Allez-y. Moi, je félicite seulement M. Atanti, et je remercie l'ANC, je félicite M. Atanti, je félicite la direction de l'ANC, et je remercie le dirigeant de la Cour fasse cette vérification à bout de temps pour que la personne puisse comprendre la lutte que nous faisons au Togo. Et je vous encourage beaucoup, et surtout à ne pas, allô? Et je vous encourage à aller aux élections, ne pas boycotter les élections, quelles qu'en soient les conditions, les bâtons, pour pouvoir vous mettre dans les hommes. Allez aux élections, c'est même 3, 4, 5 élections pour remettre à l'Assemblée. Et je vous remercie de tout ce que vous faites pour le Togo. Merci beaucoup. Oui, merci. Je crois qu'il nous appelle d'où? D'Allemagne. Du Danemark. Ok. Vous appelez de Copenhague. Merci. Je sais qu'il doit faire froid là-bas actuellement. Donc, revenons au Togo. Il vous dit de ne pas boycotter, puisqu'on sait que l'histoire récente des élections au Togo, cette histoire comporte un boycott retentissant. Oui, ben merci pour son conseil. Et nous avons beaucoup tiré le son de ce qui s'est passé. On en tiendra compte. Vous avez saisi la CNDH à propos du découpage électoral. Ça a surpris dans plusieurs milieux. Je suis en train de vous poser la question, on me fait signe de garder la question parce qu'un auditeur est là. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, c'est pour participer à l'émission. Vous êtes à l'antenne. Merci, je salue votre invité, monsieur Atandi. Oui, quel est votre nom? Monsieur Elam. Elam, allez-y. Oui, j'aimerais savoir si monsieur Atandi a parlé du découpage électoral. Longuement, il a longuement parlé de découpage électoral. Monsieur Atanti. Voilà, monsieur Atandi. Oui. C'est vrai que le découpage électoral a un impact global sur le nombre de députés côté les partis politiques, mais quand on considère la zone, la circonscription électorale, ça n'a pas d'impact. Si tout le monde, par exemple, se présente à Cara,
le candidat de l'ANC, le candidat du parti au pouvoir, ils ont le même travail à faire, le même conseil électoral à chercher pour être député. Nous constatons que des fois, l'opposition n'a pas de députés dans les zones de l'intérieur du pays où, selon le découpage actuel, il y a plusieurs députés à gagner. Donc, nous voudrions les exhorter à placer des candidats sérieux dans les zones où il y a beaucoup de députés à gagner facilement, selon le découpage électoral actuel. Donc, c'est une exhortation. Voilà. Ma seconde préoccupation. Oui, allez-y. Notre ami. Ma seconde question, c'est que récemment, nous avons appris qu'il y a beaucoup de. Il y a par exemple, M. Article qui était malade, il a été soigné par le président de la République. Il y a M. Segli qui était mort. Bon, il y a un autre qui est mort récemment. Il y a qui qui est mort? Il y a un ancien, opposant qui est décédé récemment aussi. Qui a été, dont les soins ont été pris en charge par l'État populaire qui est le président de la République. En fait, ok, allez-y. Voilà, oui, M. Degli. Monsieur Degli. Il n'y a pas Monsieur Degli, il y a M. Degli. Qui est là, en fait. Il y a un opposant qui est décédé récemment. Oui, quelle est la question finalement? Oui, la question est de savoir que si ils ont cette opportunité de communiquer avec le pouvoir en place, il vaut mieux il faut que la population sache et qu'ils utilisent ces opportunités-là pour obtenir des avancées démocratiques. Chaque fois, ils font croire qu'ils n'ont pas des opportunités de discussion avec le pouvoir en place. Donc, on constate après que quand ils sont malades, le pouvoir en place les prend en charge. Bon, ils ont quand même utilisé ces opportunités-là pour obtenir des avancées démocratiques. Bien, merci. Merci pour votre intervention. Une réaction? Oui, ma réaction, c'est que, et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les recensements électoraux, dans les zones intérieures du pays dont vous parlez, et lorsque sur 25, sur la liste des inscrits, quand on met des mineurs, comment vous pouvez maîtriser le recensement électoral? Comment vous pouvez maîtriser les votes? On met des mineurs, qui peut-être même le jour de vote, il y a certains qui viennent voter, et la plupart du temps, leurs cartes sont distribuées aux compatriotes du RPT uni qui viennent voter à leur place, etc. Et certaines fois, même les gens ne viennent pas voter à leur place, les résultats sont manipulés en tenant compte de ces électoraux. Vous pouvez faire quoi? D'abord, vous n'avez même pas accès au pays, dans ces zones-là. Vous vous souvenez, la dernière fois, pendant le recensement électoral, j'étais des équipes qui avaient fait le déplacement de Lomé pour aller appuyer les collègues militants de l'ANC du Nord pour le suivi du recensement électoral. Mais difficilement, on a accès. Et puis, difficilement, on arrivait à porter plainte pour que les autorités habilitées à le faire prennent pour soient aptes à prendre en compte ces plaintes-là. Vous voyez, il y a tout ça là qui est en jeu. Ce n'est pas que nous ne positionnons pas les gens. La plupart du temps, pour les élections, l'ANC est le parti en dehors du RPT uni qui positionne des candidats sur toute la liste, qui positionne des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. C'est l'ANC. En dehors du RPT uni, c'est l'ANC. Mais là, vous parlez de l'ANC. Mais même quand on vous écoute, on dit RPT uni tout le temps, alors qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs partis qui s'appellent RPT dans le Togo. Est-ce que ça pose pas problème? Oui, ça pose problème, mais il faut le dire, parce qu'on sait qu'ils sont unis, ils n'ont jamais changé le comportement du RPT. C'est pourquoi vous avez adopté... Nous, on a adopté cette position-là de le dire. Ils sont RPT unis. Ils font exactement les mêmes choses que le RPT. Revenons sur la saisine. En fait, cependant... Il y a un auditeur, là. Allô? Maintenant, pour le positionnement, il a parlé aussi de... Non, en fait, là, c'est difficile. Oui. Allô? Oui, allez-y. Il a parlé aussi de profiter des rencontres avec le pouvoir en place. Quelles sont les rencontres que nous avons eues avec le pouvoir en place? Et combien d'opposants ont été pris en charge par le pouvoir lorsqu'ils sont tombés malades? Non. Il ne faut pas faire la confusion.
s'il vous plaît, revenez au Togo. Je ne vous demande pas de rentrer au Togo, mais je vous demande de suivre exactement les choses telles qu'elles se passent au Togo. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le cas Patrick Lawson, nous en avons suffisamment parlé, nous l'avons suffisamment expliqué. Donc, il ne faut pas semer la confusion. Je ne sais pas combien d'opposants ont été pris en charge par le pouvoir en place. Encore que la prise en charge est prévue par la Constitution. Et c'est prévu le plus souvent par le budget national, ce qui n'a jamais été mis en œuvre. Voilà. Merci. On va profiter pour parler quand même de cette saisine de la CNDH. Oui, ça me fait... que beaucoup étaient surpris. Oui, vous savez. Puisque très souvent, ces institutions de la République ne sont pas considérées, et notamment par un certain nombre d'acteurs. Certains pensent que c'est des institutions qui sont inféodées au pouvoir. Mais les saisies, c'est quand même quelque chose qui a surpris. Moi, je donne une réponse à cela. Il faut pouvoir tester ces institutions-là. À un moment donné, il faut pouvoir les tester. La Commission nationale des droits de l'homme s'occupe des droits de l'homme. Et, en l'espèce, la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges de députés dans cette circonscription constitue une question des droits de l'homme. J'ai cité tout à l'heure dans mon intervention le pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est issu de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le pacte s'impose à tout État qui adhère. Le Togo a adhéré à ce pacte en 1966. Nous allons tester la CNDH en la matière. Et puis vous savez aussi que l'ANC n'a pas la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle. L'ANC n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Et même si vous avez un député à l'Assemblée nationale, il faut pouvoir avoir les 17 députés pour avoir les moyens juridiques de saisir la Cour, la Cour constitutionnelle. Donc, nous testons la CNDH pour voir ce qu'elle en fera. Est-ce qu'ils vous ont déjà répondu? Pour le moment, non. Mais nous allons encore saisir la CNDH très prochainement sur un autre dossier. Vous espérez qu'ils vous répondent quand? De toutes les façons, elle aura été testée. Mais que signifierait éventuellement une non-réponse, une absence de réponse de la CNDH? Les Togolais tireront le son de ce que la CNDH sert au Togo. Est-ce que nous avons notre auditeur? Non. Si on n'a pas un autre auditeur, nous allons évoquer... Allô? Oui, en fait, là, quand vous êtes là à l'antenne, ça grésille vraiment. Votre téléphone, on ne sait pas d'où vous nous appelez. Mais allez-y voir. Tout à l'heure, je demande à Seigneur, comme l'ancien train de produire la CNDH, un boulot. Il faut le faire. Mais à ce qui concerne ce qu'il a dit tout à l'heure, il y a les gens, il y a un membre de l'âme qui a la CENI, mais qui ne sait pas ce qu'on fait là-bas. C'est ça qui va nous expliquer clairement si les gens sont parmi les indépendants, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Deuxième point, est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que c'est? Est-ce que vous suffit pour arracher ce que vous voulez, ou bien vous pouvez appeler les autres pour le faire? C'est vrai que vous avez dit tantôt que vous avez un membre à la CENI et il arrive ou qu'il ne sait même pas ce qui se passe. C'est surprenant. J'ai appris qu'il y a des décisions qui sont prises sans qu'il ne soit informé. Alors si les décisions sont prises sans qu'il ne soit informé, il y a problème. Des décisions au nom de la CENI? Oui, bien sûr. Quelle décision par exemple? Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Oui, mais en fait, puisque vous en parlez. Il y a beaucoup. Non, mais puisque vous en parlez là. La preuve, j'ai parlé par exemple de la question du chronogramme. Oui, le chronogramme. Le chronogramme. Mais on n'a pas de chronogramme. Il y a un chronogramme qui évolue avec le gouvernement. Si le gouvernement n'a pas un chronogramme, il ne peut pas donner les sous. Si le gouvernement n'a pas de chronogramme, il ne peut pas donner les sous. Il ne peut pas donner les sous à la discussion de la CENI. C'est le minimum qu'on peut savoir. Non, mais est-ce que c'est une dédition? Quoi? Est-ce que c'est une dédition que vous faites? Mais c'est une dédition. C'est à partir du chronogramme qu'on élabore le budget de la CENI. Et c'est le budget de ça. Bon, si on doit mettre tout ça à la discussion du ministère des Finances pour faire le décaissement, c'est le minimum qu'on peut connaître quand même. Cela veut dire qu'il y a eu une entente entre les responsables de la CENI et le gouvernement, sans que des membres de la CENI ne soient informés. Non, mais en fait, s'il y avait un chronogramme, puisque on sait que
récemment, un conseil des ministres a demandé à ce que les élections puissent avoir lieu dans le premier trimestre de l'année prochaine, s'il y avait effectivement un chronogramme. Est-ce que cette demande se formulerait de cette façon-là? De toute façon, avant qu'ils le disent, ils ont un chronogramme. C'est le chronogramme qui fixe les délais. Les délais légaux sont fixés par le chronogramme. Le chronogramme dit, tant il doit avoir ceci au maximum à telle période, à tel jour et à telle heure. Mais sans cela, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas faire le décaissement. C'est vrai que beaucoup de gens réclament à ce que la CENI publie un chronogramme. Revenons sur la CENI, puisque vous avez été membre de cette CENI-là, sur son fonctionnement. Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est une nébuleuse, là. C'est vraiment une nébuleuse, vous allez trouver le terme approprié. C'est une nébuleuse. Autrement dit, c'est le ministre d'hier, comment il s'appelle? La CENI est pilotée depuis le ministère de l'administration territoriale. La CENI, moi je dis bien que la CENI est pilotée depuis le ministère de l'administration territoriale. Tout le reste là, c'est des enjoliveurs. Excusez-moi le terme, c'est un griffe. C'est ce qui se passe à la CENI. Sinon, comment le ministère décaisse ou bien met les fonds à la disposition de la CENI pour l'exécution, pour payer même les trucs là, les indemnités? Ça va se faire comment? S'il n'y a pas un chronogramme, ce n'est pas possible. Avec toutes ces critiques-là, est-ce qu'on va vers des élections sereines, propres, justes, inclusives? Mon souhait. C'est votre souhait? Mon souhait, c'est qu'enfin on aille aux élections démocratiques et transparentes. Oui, mais ces souhaits-là, oui, c'est vrai. Nous avons peut-être quelques mois encore pour faire les élections. Je ne peux qu'être positif. Nous avons encore quelques mois pour faire les élections. Est-ce que vous avez des signaux qui éventuellement fonderaient votre espoir à ce que le Togo ait des élections juste d'ici février ou mars? Hein? Tout cela dépend. Monsieur Pierrot, s'il vous plaît, tout cela dépendra du pouvoir en place. Lorsque le pouvoir aura décidé, lorsque Faure Gnassingbé aura décidé que désormais là, je veux que les choses soient transparentes et que vous mettez sur pied des comités techniques pour aborder les questions et non rester en plénière pour dire que sur 10 présents, 8 ont soutenu ce que le RPT a décidé et que bon, allez vous foutre. Mais ce serait toujours la catastrophe. Et ce n'est pas en plénière que ces problèmes de transparence des élections, le système, pardon, le code électoral, ce n'est pas en plénière que ça va être réglé. C'est les commissions techniques qui font le travail. Bien, ce que on peut vous souhaiter, c'est que finalement vous retrouviez que ces élections puissent se passer de façon très juste, sereine, sans tâche, pour que le Togo puisse continuer son processus démocratique. Et nous allons évoquer la presse nationale, puisque je disais tantôt, en ce qui concerne la situation de la presse dans le monde, que RSF a fait son bilan général de cette année, et on a constaté quand même que des journalistes sont pris en otage, certains, des journalistes sont détenus, des journalistes sont tués. Quand on prend le Togo, ce dimanche, j'avais dit dans mon introduction qu'il n'y a pas de journalistes détenus ou de journalistes tués ou pris en otage. Mais quel est votre regard d'ensemble sur cette année pour ce qui concerne la presse nationale? Non, mon regard, je ne suis pas spécial du domaine. Par rapport à ce que j'écoute, il paraît que cette année, le nombre de journalistes assassinés a diminué. Si on fait une comparaison avec les années 2012, où ils sont jusqu'à 140 journalistes tués, et jusqu'à 61 journalistes tués en 2022, mais est-ce que c'est la question de savoir, est-ce qu'il s'agit de dire que le nombre de journalistes tués est réduit? Est-ce que c'est ça le débat? Le débat est pourquoi le journaliste est tué. Parce que pour moi, sans le journaliste, il n'y a pas de démocratie. S'il n'y a pas le journaliste, s'il n'y a pas les médias, pas de démocratie. Parce que vous voyez ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, autour de cette table, en présence de journalistes qui animent. Je crois qu'on est en contact avec le pouvoir en place. À travers les médias, le pouvoir écoute et s'il doit tirer les leçons, il en tire les leçons. Les journalistes animent et éduquent. Ça fait mal. Quand moi j'attends, je suis souvent malade quand j'entends l'assassinat des journalistes. Mais pour ce qui concerne le Togo, Le cas du Togo, c'est un cas particulier. Vous voyez ceux qui sont arrêtés la dernière fois. Je me souviens que nous, on s'est battu pour le code de la presse. Le code de la presse. Et
ce test-là, je me souviens plus exactement de l'article-là, on avait dit que c'était pas une bonne chose. On a combattu cela quand on était à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, voilà, nous en sommes là. Et ça joue maintenant sur les journalistes. Je crois qu'il y a lieu de, si Dieu nous prête vie, après les prochaines élections, dès qu'on sera à l'Assemblée nationale, on va revenir sur cette loi-là. Beaucoup parlent de Dieu, et il sera question aussi de Dieu tout à l'heure au stade municipal de Lomé pour la journée nationale de reconnaissance à Dieu. C'est la 11e édition ce dimanche. Plusieurs acteurs, je l'ai dit aussi dans l'introduction, brillent par leur absence à cette cérémonie, puisque ils ont sans doute leur raison. Mais est-ce que ce ne serait pas très intéressant que de plus en plus d'acteurs, notamment politiques, soient à ce rendez-vous? Faut pas qu'on nous trompe. Qui sont ceux-là qui organisent ça? Quand le pouvoir met de l'argent à la disposition des gens pour organiser ces trucs-là, pour tromper la vigilance des Togolais, pour endormir les Togolais, je ne suis pas partant. Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que l'histoire, c'est celui qui ou ceux qui organisent? Oui, il ne faut pas que les gens... Parce que c'est une question de conscience. Quand votre conscience est transparente, est propre, vis-à-vis de ce que vous dites, de ce que vous faites, c'est accueillant. Mais dès le départ, quand on constate que c'est un truc commercial, je ne suis pas prenant. Donc vous n'êtes pas, vous ne vous associez pas. Je ne suis pas preneur. Bien, merci. La toute dernière question que je vais vous poser, c'est, j'avais voulu que vous, au niveau de l'ANC, que vous nous donniez votre personnalité de cette année 2023 qui s'achève, pour ce qui concerne le Togo. Et... Ma personnalité, c'est Jean-Pierre Fabre. Voilà un homme courageux. Avec tout ce qu'il a subi à partir de 2020, c'est atroce. Malgré ça, il maîtrise, il a toujours le coup. Il a repris les activités. Il est en train de relever son parti politique, l'ANC. J'en suis fier. Il est courageux. C'est mon homme. Et quel est pour vous le fait politique, sociopolitique de cette année à l'ANC? À l'ANC, c'est d'avoir le courage de dénoncer ce qui est mauvais pour ce pays. Nous avons pris les deux mains la réflexion sur le découpage électoral. Nous l'avons expliqué. J'espère que nous avons convaincu beaucoup de Togolais. Chapeau à l'ANC. Pour finir cette émission, quelle est votre conclusion? Ma conclusion, c'est de demander aux Togolais, surtout aux partis politiques, aux Togolais d'une façon générale, que le militantisme est nécessaire. Le militantisme dans la droiture, pas dans la fausseté. Attention, on est très en retard. Prenons conscience de nos situations et avançons. Faisons en sorte qu'on se dise la vérité. Évitons de nous faire tromper. Togolais, on est très en retard. Togolais, réveillons-nous. Merci. Merci d'être venu. Edema Tanti, secrétaire général adjoint de l'ANC chargé des affaires politiques. L'émission que vous venez de suivre s'achève ainsi avec à la mise en onde technique Romaric Freitas. Je suis Pierrot Atiobé. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain. Au revoir.